Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Souvent, lorsqu'on parle de la chute de l'Occident, et c'est le cas de plus en plus, vous voyez bien l'actualité, vous observez bien, par exemple là, en l'occurrence, un dernier date d'actualité, le défilé militaire de la Chine, ou en tout cas le fait que la Chine ait présenté dans ce défilé-là des armes très sophistiquées, de dernière pointe technologique. Aujourd'hui, de plus en plus, avec aussi les guerres un peu partout dans le monde entier, on voit bien que l'Occident se retrouve dans une situation très délicate d'incertitude et c'est un pas même clairement de déclin en phase terminale et voire même de dégénérescence dans une forme de chute civilisationnelle. Moi aujourd'hui j'aimerais vous amener dans cette explication de ce que l'on pourrait qualifier comme chute, comme baisse de niveau de rapport de force par rapport au Sud global, puisque c'est le thème en général qui est présenté comme étant la partie du monde sauf l'Occident, tout particulièrement la Chine, la Russie et les BRICS de manière générale. Et avant de continuer déjà, sachez que dans cette chaîne, moi je parle principalement de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et je m'intéresse également à tout ce qui a trait à de l'actualité politique, géopolitique. Et aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur dans quelque chose qui a été très, très fondatrice pour expliquer cette chute en apparence, en tout cas, de l'Occident vis-à-vis du reste du monde entier, du Sud global. Donc, on va continuer, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Ça va me permettre de bien référencer la chaîne et bien sûr de pouvoir en faire prochainement d'autres contenus de ce genre. Donc, la guerre préventive. Vous avez déjà entendu parler de la guerre préventive. Vous savez à quoi cela fait référence. Mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas conscience, c'est à partir de quel moment ce concept, cette notion de guerre préventive, a-t-elle été vraiment structurante. Tout particulièrement le personnage que vous avez devant moi, enfin sur mon écran, que je vous présente là, donc Donald Rumsfeld, secrétaire à la défense des États-Unis sous George Bush fils, entre 2001 et 2006. Et tout particulièrement à cette époque-là, donc en 2002, il fait un discours devant la presse, comme ça, en conférence de presse, devant les journalistes, concernant une question qui lui a été posée par un journaliste dans la salle, sur le fait que, est-ce que vous êtes sûr que Saddam Hussein arme des groupes terroristes avec des armes de destruction massive? Bon, vous savez déjà la suite, discours après de 2003 à l'Assemblée des Nations Unies de Colin Powell, secrétaire d'État à l'époque, et bon, la suite, on la connaît. Donc, pourquoi je fais référence à cela? C'est parce que ce moment décisif-là, le jour où, particulièrement Donald Rumsfeld, donc secrétaire à la défense des États-Unis, on va dire en France, ce serait par exemple l'équivalent du ministre de la Défense. Mais dans l'organisation aux États-Unis, c'est un poste vraiment très clé, très stratégique. D'ailleurs, c'est en termes de puissance, c'est le deuxième poste après l'exécutif, après le président, parce que c'est le premier budget fédéral, le boss du Pentagone, d'accord, on est à plus de 800 milliards de dollars à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus grand que cela. Et donc, c'était un poste, pour ne pas dire très stratégique, donc vraiment très pivotant dans l'organisation des États-Unis. Et durant ce moment-là précis, à la conférence de presse, il a tenu une phrase comme ça, qui a laissé la presse dans une forme en fait d'incompréhension, mais également de moquerie. Mais sauf que, comme on dit souvent, en général, quand vous prononcez des choses très profondes, la plupart de celles et ceux qui sont autour de vous, qui ne comprennent pas ce que vous avez pu dire, se moquent en première instance. Mais parce qu'évidemment, n'ayant pas compris la portée magistrale de ce que vous avez dit. Et donc, Donald Rumsfeld, à l'époque, il avait prononcé cette phrase en anglais, « unknown unknowns ». Donc, s'il faut traduire littéralement, les inconnus inconnus. Alors, ça veut dire les choses dont on ne sait pas et en plus, qu'on n'imagine même pas. D'accord. Alors, pour restituer cela, évidemment, c'était que
la question, pour revenir au départ, c'était est-ce que vous avez les preuves que Saddam Hussein, président de l'Irak à l'époque, détenait des armes et des instruments massifs et dont, particulièrement, armait donc des groupes terroristes comme ça, avec ces armes en question. Et donc, lui, voici sa réponse. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me because, as we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Voilà, il disait que les rapports de la CIA, du renseignement américain, la plupart des rapports qui revenaient, particulièrement, il y avait un certain type de rapport qui était beaucoup plus intéressant que d'autres. Et dans ce type de rapport qui était beaucoup plus intéressant que les autres, il y en avait particulièrement le fait que dans ces rapports-là, le détail de ces rapports-là était constitué de 3 événements marquants, de 3 catégories d'explications de ce qui potentiellement se passait en Irak ou dans la zone du Moyen-Orient. Et il disait ceci, il disait que dans ces rapports-là, il y avait premièrement, dans le détail, les choses que l'on connaît et que l'on maîtrise, les known en anglais, les choses que l'on connaît mais dont on n'a pas l'assurance très claire et nette que l'on maîtrise, donc on a un peu des doutes, les known unknown, et à la fin, il y avait ce dont on ne connaît pas, qu'on n'a pas idée, les unknown unknowns, ce dont on ne sait pas et dont on n'imagine même pas. Et pour lui particulièrement, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était ce dernier point de détail. C'était les unknowns unknowns. À l'époque, comme ça, c'était moqué parce que c'était un peu flou dans le jargon, même dans son explication. Vous voyez bien, vous pouvez aussi vous dire que c'est peut-être flou. Mais relisez, etc., revoyez les images, vous allez voir que c'était vraiment très, très structurant. Parce que après cela, la presse s'en est moquée et tout le reste. Alors, maintenant, pour entrer un peu plus en profondeur dans cela, les unknowns, tout particulièrement, c'est ça, si je puis dire, qui a accéléré le déclin de l'Occident. Vous allez me dire, mais de quelle manière? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le déploiement, la mise en œuvre d'une doctrine américaine. Les unknown. Ce dont on ne sait pas, dont on n'a pas idée. La question maintenant, c'est comment gérer ce genre d'événement. Vous avez des rapports, des renseignements américains. À l'époque déjà, Colin Powell, dans son livre dans sa biographie, où il explique que un certain nombre en fait d'analyses de comment est-ce que le département d'État, le renseignement américain, la CIA et tout le complexe militaro-industriel rassemblent des informations, de la data, pour donner matière conclusive en fait au secrétaire à la défense des États-Unis. Et il disait particulièrement, par exemple, que le rapport doit être assez détaillé pour donner directement une action concrète à effectuer, à mettre en œuvre par le secrétaire à la défense. Donc il faut, après avoir rassemblé, collecté les informations, de par le complexe militaro-industriel américain, les ambassades, les bases militaires un peu partout dans le monde entier, les satellites, l'espionnage, venir avec un simple rapport, très très simple, détaillé de manière concrète pour qu'une action derrière soit déclenchée aussi rapidement. C'est ça qui fait, en tout cas, qui a fait tout particulièrement la puissance américaine. Et aujourd'hui, on va un peu aller plus loin quand même, c'est peut-être aussi ça qui fait que de plus en plus les États-Unis sont un peu en perte de vitesse parce que des stratèges, la collecte des informations, bien qu'elle soit là, mais dans cette gestion, il y a un peu du retard par rapport à l'époque. Alors, pour revenir à ce genre de rapport, les unknowns ont donné à quoi? On donnait à la doctrine de frapper avant d'être frappé. Donc, la guerre préventive. Parce que, puisque il y a des choses qu'on ne sait pas, mais en plus dont on n'imagine même pas. Parce que vous pouvez
ne pas savoir quelque chose, mais potentiellement avoir une imagination, une conscience que ça pourrait exister. Sauf qu'ici, on est dans un cas encore beaucoup plus profond. On ne sait pas, mais en plus, on n'a pas idée, on n'a pas imaginé, vous ne pouvez pas déjà imaginer, vous ne pouvez pas déjà savoir quelque chose si vous n'avez pas une imagination. Voyez-vous? Donc, comment gérer dans ce cas-là, ce type de renseignements, ce type de détails? Vous n'avez pas, vous ne savez pas si Saddam Hussein possède des armes de destruction massive, et vous n'imaginez même pas, potentiellement, qu'il pourrait armer des groupes terroristes. Mais toujours est-il que, en tant que puissance américaine des États-Unis, vous devez prendre une décision là-dessus. Vous devez statuer là-dessus de comment gérer ce cas-là. Justement, c'est de frapper avant d'être frappé. Donc, c'est clairement ce qui a fondé le fait que les États-Unis ont frappé l'Irak. Tout ce qui s'est mis en œuvre après n'était que présentation politique, etc., pour justifier l'intervention. Et c'est pourquoi, évidemment, la particularité de cette phrase-là a été fondatrice de ce qui s'en est suivi par la suite. Aujourd'hui, maintenant, les experts s'accordent à dire clairement là-dessus que cette phrase a été le tournant, comme ça, pivot de la diplomatie mondiale, mais également d'une mise en œuvre d'une doctrine ultra conservatrice, parce que l'Amérique doit gouverner le monde entier, coûte que coûte, par la force si nécessaire. 2003, vous avez vu, soit vous êtes avec nous, discours de Bush, soit vous êtes contre nous. Il n'y a pas de troisième position. Vous devez choisir votre camp. Et les unknowns, cette phrase-là particulièrement, c'est plus que nous ne savons pas, plus que nous sommes aveugles, mais on doit assumer quand même ce que nous allons prendre comme décision. Et assumer ici, c'était prendre une décision de frapper. Donc, Afghanistan, vous avez vu, sauf que 2021, les talibans sont revenus au pouvoir. Irak, 2003. L'Irak aujourd'hui est totalement détruit, c'est un chaos. La Libye, 2011, Kadhafi, sous Barack Obama. Syrie, on l'a vu dernièrement, Bachar al-Assad qui a finalement cédé. En Ukraine, vous voyez également avec ce que Poutine qualifie comme de l'expansionnisme de l'OTAN, des États-Unis, pour ne pas dire clairement, voilà. Mais tout ce que je viens de vous citer là, ce ne sont que, comme ça, des répercussions, des applications concrètes de cette politique de unknowns. Il faut vraiment entrer en profondeur. C'est ce qui me passionne un peu en géopolitique, c'est que beaucoup de messages sont comme ça, le plus souvent balancés sur la scène publique par des personnalités clés. Sauf que derrière, la masse, la populace et même certains experts passent à côté de l'analyse. Alors, vous avez vu aujourd'hui ce que, avec donc le Sud global, de la manière dont le Sud global est en train de s'organiser, la Chine, la Russie, l'Inde, les BRICS, et dernièrement, avec les événements, donc le défilé particulièrement que la Chine a organisé, avec l'organisation de coopération de Shanghai, le fait que les États-Unis ont comme ça été dans les théâtres militaires que je vous ai cités précédemment, tous ces événements-là ont poussé le Sud global à continuer à travailler comme ça dans l'ombre pour pouvoir se fortifier jusqu'au jour où on sera potentiellement prêt et donc de se dévoiler auprès de l'Occident pour dire stop, ça suffit. Nous aussi, nous sommes capables de rivaliser avec vous, que ce soit d'un point de vue économique et militaire. Ce sont comme ça les interventionnismes de l'État, de l'État américain, hein, bien sûr, et l'Occident de manière globale, à travers l'OTAN, qui ont conduit, qui ont poussé, qui ont convaincu le reste du Sud global, parce qu'ayant marre de la leçon de morale, des injonctions, des sanctions économiques, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous inflige des sanctions économiques, on gèle vos avoirs dans nos pays, dans nos banques, dans nos systèmes
internationaux, dans nos instances internationales. Et donc, à côté de cela, le Sud global, la Chine en tête, a commencé à préparer sa stratégie telle à la Sun Tzu. Dans une forme de stratégie comme ça, de préparation, de mise sur pied réellement d'une position stratégique, géopolitique, avec la route de la soie, et une position forte dans le Conseil des Nations. Et aujourd'hui, vous avez vu, que ce soit de la défense, du côté de la défense ou du côté économique, la Chine aujourd'hui, avec les États-Unis, c'est une guerre frontale à tous les niveaux. À tous les niveaux, une guerre aussi d'attrition du côté de la Russie. Donc, l'Occident aujourd'hui se retrouve dans une situation ayant aussi en interne, dans sa propre société, de manière globale, une chute de la natalité, des conflits en interne avec les différents partis politiques, gauche-droite, des différences idéologiques, bien sûr, alors que dans le reste du monde entier, dans le Sud global, où on va encore être dans une position traditionnelle, l'Occident aujourd'hui, avec des valeurs moins alignées avec le traditionnel, se retrouve dans une difficulté à pouvoir maintenir sa position dans le monde entier et par conséquent être capable de dicter ses normes au reste du monde entier. Plus on en avance, et aujourd'hui vous voyez bien avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de manière globale, la Chine rivalise avec les États-Unis. En tout cas, sur un point de vue très concret. Et ce qui inquiète particulièrement l'Occident, c'est la croissance avec laquelle le Sud global s'organise. C'est ce que l'on peut véritablement mettre en perspective. On voit bien déjà qu'avec l'Europe est totalement larguée dans tout le paysage que je viens de vous mettre en œuvre en perspective. Seuls les États-Unis, pour l'instant, conservent encore une position clé. Mais là encore, ça reste matière à discussion parce que le temps ne fait qu'avancer très rapidement et la Chine est en train de démontrer une certaine forme de résilience. Et donc, les 4 fronts que je vous ai cités ici, donc le militaire, la technologie, le côté opérationnel, informatique et économique. Tous ces événements-là, tous ces fronts-là, et bien d'autres, bien sûr, sont les fronts sur lesquels l'Occident est en bataille avec la Chine et le reste du Sud global. C'est des événements comme ça qui structurent le monde entier et que l'on voit en œuvre actuellement. Donc, 2001, les Américains s'entendent et bien sûr, il y avait la toute-puissance globale absolue, disaient, le monde est derrière nous ou pas. Pas de multipolarité. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que en 2025, le monde tend vers une forme de multipolarité. D'où pourquoi nous sommes actuellement dans une forme de déclin de l'Occident, très clair et net, parce que le reste du Sud global s'organise. Il s'organise sans l'Occident et isole de plus en plus l'Occident même. C'est très formateur, mais une fois de plus, rien de nouveau sous le soleil, parce que l'histoire se répète encore une fois de plus. L'histoire est un cycle, en fait, si on pourrait bien répéter comme certains historiens ont pour habitude de dire. Parce que quoi, d'autres empires également ont connu ça. L'Empire romain, invasion, pareil. L'Empire britannique, qui est le monde anglo-saxon. Parce que vous voyez bien, l'Occident, c'est particulièrement en tête le monde anglo-saxon qui est représenté. Et aujourd'hui, l'Empire américain, tout particulièrement, symbolisé par sa dernière forme de représentation, et quelque part dans sa forme de déclin également. Maintenant, est-ce que les BRICS vont continuer dans la même lancée que l'Occident?
On ne sait pas, ça reste une question que l'on verra dans l'avenir. De toute façon, le futur nous dira. Mais sauf que la Chine, particulièrement, pour représenter le Sud global, a mis en place la stratégie de Sun Tzu. Clairement, alors beaucoup de gens parlent là de la guerre, mais ils n'ont jamais lu ce livre-là. S'il faut rappeler peut-être une substance, un substrat très clé de la guerre, c'est de dire en fait que si vous faites la guerre avec quelqu'un, vous avez déjà perdu quelque part. Parce que faire de la guerre, entrer en conflit physique, bataille armée contre armée, c'est déjà avoir perdu la manière dont il faudrait appréhender la bataille, la victoire face à un ennemi. Et particulièrement Sun Tzu dans l'art de la guerre et même dans la philosophie chinoise, les arts martiaux, principalement, vous devez battre votre ennemi. Alors, battre, donc le tuer psychologiquement sans que il ne puisse s'aventurer à se dire qu'un jour, il va vous attaquer. Si il vous attaque, c'est parce qu'il pense qu'il a les moyens et les capacités de vous battre, de vous achever. Donc, le but, justement, est de lui faire comprendre qu'il n'en arrive jamais à cet état de situation. Et pour cela, je pense que si vous avez bien regardé le défilé militaire de la Chine, je pense que pour moi, derrière le fait de présenter comme ça les derniers joujoux, les derniers gadgets très sophistiqués, des drones, des missiles balistiques connectés à des dernières technologies, l'intelligence artificielle, tout cela en quantité, en volume, et bien sûr avec l'invitation des présidents tels que Poutine, le président indien et Kim Jong-un en Corée du Nord. Tout ce spectacle, cette mise en scène, parce qu'évidemment c'était un show, c'est une mise en scène et aussi déjà avant tout, c'était pour envoyer un message très clair à l'Occident que nous avons en magasin des gadgets les plus sophistiqués et peut-être voire plus très très au-dessus de ce que vous avez. Et donc, si vous vous aventurez à nous attaquer, libre à vous d'en assumer les conséquences. Parce que, au vu de ce qu'on vous montre, on est très sûr que vous allez réfléchir même 7 fois avant de commencer quoi que ce soit. Donc, les unknowns de Donald Rumsfeld, là, aujourd'hui, cela est mis en difficulté de toute façon parce que le message envoyé, premièrement aux États-Unis et puis au reste des subalternes des États-Unis, de l'Europe, c'est justement de dire que faire de la guerre n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais si vous voulez en arriver là, c'est à vous d'en décider, mais vous allez payer le prix. Et dans l'art de la guerre comme ça de Sun Tzu, c'est cet idéal, cette excellence, d'atteindre l'excellence. L'excellence, c'est de ne pas faire de la guerre, mais c'est l'excellence, c'est faire de la guerre sans faire de la guerre. Je m'explique, on arrive à un tel point que tellement on démontre à l'ennemi qu'on est tellement puissant dans son imagination qu'en aucun cas, il ne puisse prendre la décision de nous attaquer. Voilà. Je vous ai fait de la guerre, c'est ce que la Chine fait, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, les États-Unis et le reste du monde entier fait la guerre à tout le monde depuis des années, des siècles même. Et donc la Chine également s'est dit, en appliquant cette doctrine-là, on va vous faire de la guerre, mais sans entrer en conflit, on va dire, guerre conventionnelle, envoyer des armes et des bombes. Mais on pourrait y arriver. Mais l'idéal pour nous, ce ne serait pas d'y arriver à ce niveau-là parce qu'on estimerait qu'on n'a pas atteint notre excellence. C'est ça la différence fondamentale de la doctrine, de la pensée chinoise, symbolisée par cette phrase de Sun Tzu, par rapport aux unknowns de l'Occident, représentés comme ça, en première instance par des conservateurs américains, Donald Rumsfeld à l'époque, et Bush père et bien d'autres, bien sûr. Donc, on va vraiment montrer que c'est cela, je pense, qui pour moi
détaillent et fondent le fait qu'aujourd'hui, clairement, quand on parle de la chute de l'Occident, c'est parce qu'on a eu ces interventions partout dans le reste du monde entier. Et ces interventions-là ont coûté, bien sûr, autant d'argent, bien sûr, au gouvernement américain. Donc l'économie américaine s'est affaiblie forcément, parce qu'il fallait constamment comme ça justifier ces théâtres d'opération. Et forcément, donc, le citoyen américain en a empathie. Et de manière générale, le concitoyen occidental. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les guerres que nous avons dernièrement, donc en Ukraine, en Russie. La Chine, comme ça, observe ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis. Voilà, on va directement. Dit l'OTAN, c'est encore un peu très généreux, mais entre la Russie et les États-Unis, et en fonction de la fin de cette guerre, et qui aura gagné, donc est-ce que la Russie va gagner, ou est-ce que c'est les États-Unis, donc à travers l'OTAN, qui va s'en sortir, l'Europe, la Chine va décider si on attaque ou pas Taïwan, ou dans une perspective à moyen terme. Mais dans cette perspective-là, pour l'instant, la Chine regarde et observe, et je crois doit se frotter les doigts, parce que ça permet d'affaiblir les deux camps, quels que soient les États-Unis et la Russie, d'un point de vue militaire et économique. En fait, la guerre, c'est coûteux. L'argent n'est pas infini. Même si, justement, le dollar, à travers tout un système de manigance, de fabrication de la fausse monnaie, a justement été capable jusqu'ici à nous leurrer de sa capacité. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on en arrive à une situation où ça commence à coûter très très cher pour les États-Unis même. Et ces guerres-là ont été justifiées parce que derrière, il y avait un complexe militaro-industriel américain qui voulait de plus en plus avoir de l'argent. Et il fallait donc justifier cela auprès du Capitole, auprès des sénateurs, pour avoir un budget de plus en plus conséquent, parce que, soi-disant, la menace était de plus en plus grande. Menace qui était toujours brandie pour justifier, bien sûr, les interventions à venir. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et j'espère que ça a été très compris de la plupart d'entre vous, que le monde d'aujourd'hui, que vous voyez là actuellement, n'est que la conséquence de ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais dans cette conséquence-là, le moment particulier qu'il fallait comprendre, c'était justement cette partie de la gestion d'une doctrine basée sur un imaginaire dont on assume volontairement de traiter par la force. Et à coup de force comme ça, répétitive en fait, parce que se croyant très fort, on a contribué à ce que les autres se structurent, s'organisent, jusqu'au jour où aujourd'hui, on voit bien clairement qu'il y a un rapport frontal qui nous a opposés. L'Occident et le reste du Sud global. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo si cela vous a plu et nous en parlerons la prochaine fois d'un autre événement marquant comme ça, de ce qui fonde le monde entier et de son avenir et de son devenir. Merci de m'avoir suivi et restez concentrés. À la prochaine. Au revoir.